Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 12 avril 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette brève signature il y a quelques instants au cabinet du Premier ministre Ali Lamine Zen de 3 conventions entre le Niger et la Chine. Des conventions qui portent sur 3 aspects, notamment un mémorandum d'entente entre le Niger et la CNPC, le contrat de paiement de l'avance sur la quote-part du Niger, donc du pétrole brut, et le contrat de commercialisation conjointe du pétrole brut. 3 documents donc signés à la grande satisfaction du Premier ministre chef du gouvernement Ali Lamine Zen. Nous y reviendrons plus en détail sur cette signature. Vous le savez, déjà, les autorités de transition nigériennes avaient annoncé officiellement à travers un communiqué lu par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP la dénonciation des accords militaires avec les États-Unis avec pour effet immédiat, et cela fait suite avec effet immédiat, cela fait suite à un certain nombre de comportements malsains à l'égard des autorités nigériennes, ce qui a suscité ce commentaire de Bramiero. Depuis 8 mois, aucun parti politique nigérien, aucune organisation de la société civile nigérienne n'a levé la voix pour réclamer des élections. Alors, sont-ce pas les Nigériens et non les Américains que le CNSP dirige? C'est quand même curieux que les États-Unis veuillent des élections pour les Nigériens qui ne le réclament pas. C'est ce qu'on appelle être plus royaliste que le roi. En réalité, ce que veulent les Américains au Niger, c'est un régime à l'image de la Renaissance qui leur permettra de disposer du pays et de ses ressources comme bon leur semble. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les conditions acceptées en juillet 2012 par Issoufou Mahamadou, alors président de la République, et Mohamed Bazoum, ministre des Affaires étrangères à l'époque, pour l'implantation illégale de l'une des plus importantes bases des USA en Afrique sur le sol nigérien. Soyons clairs à ce sujet. Si la loi américaine l'autorise, la constitution du Niger impose que l'Assemblée nationale avalise toute présence militaire étrangère au Niger. La sorcellerie, c'est aussi que l'un des pays les plus riches au monde, USA, demande à l'un des plus pauvres, Niger, de payer à sa place les redevances liées au survol de ses propres drones. Ce, après s'être dédouané de payer taxes et impôts, y compris le dédouanement du matériel de l'armée américaine et de son personnel. D'une main, on donne l'aide américaine, de l'autre, on la retire cyniquement. Il n'y a pas meilleur jeu infantilisant, mais surtout malsain. L'hypocrisie américaine, c'est aussi d'exiger du Niger de rompre toute coopération militaire avec la Russie et l'Iran. Là également, à nos frontières, l'Algérie est un partenaire privilégié de la Russie, avec laquelle ce pays fait même des exercices militaires de grande envergure. Pourtant, les États-Unis d'Amérique n'imposent pas à l'Algérie de rompre sa coopération militaire avec la Russie, qui du reste a déjà supplanté les USA dans les contrats d'armement en Afrique avec 24% contre 19% pour les Américains. Nos voisins du Mali et du Burkina Faso coopèrent étroitement avec le pays de Vladimir Poutine, mais tout ça ne semble point préoccuper les États-Unis. Alors, question, pourquoi cette fixation sur le Niger? À y regarder de près, ça sent les ressources naturelles. Justement, Ibrahim Hiro, affaire donc à suivre. Au Niger, il est difficile parfois pour les journalistes d'avoir l'accès à certaines sources d'informations et aux documents. Et pourtant, pour faciliter la tâche des journalistes dans l'exercice de leur métier d'informer le public, une charte a été élaborée et malheureusement, celle-ci n'est pas du tout respectée. Hamza Saoukou et Saloudoumi nous en disent plus. C'est l'une des difficultés que rencontrent les journalistes au Niger dans le cadre de leur métier,
avoir accès à des sources d'information malgré l'existence d'une ordonnance autorisant l'accès à ces sources d'information. Beaucoup de personnes résistent face à cette ordonnance en refusant des informations aux journalistes en cas de besoin. Pourtant, le problème ne devrait pas se poser. Vous savez, une chose est de disposer de textes et une autre de les appliquer. Et il faut dire que nous venons de loin, car la question de l'accès aux sources de l'information détenues par l'administration a toujours été une difficulté dans nos pays, notamment d'Afrique, où l'administration a toujours cultivé les secrets. Nous avons une culture de secret dans l'administration, au point où l'information la plus banale ne peut vous être livrée sans l'autorisation de la hiérarchie et parfois au plus haut sommet. Or, que constatons-nous? Les informations sont là, mais les fonctionnaires hésitent à les donner parce que tout simplement, elle va être rassurée qu'ils ne subiront pas de sanctions en donnant ces informations. Mais un autre problème, c'est que autant dans l'administration, autant dans la population, les gens ignorent les mécanismes de cette ordonnance portant accès à l'information et aux documents administratifs. Mais aussi, il y a une nécessité de faire de la sensibilisation. Le Conseil supérieur de la communication avait, il y a quelques années, édité un guide pratique pour l'utilisation de cette ordonnance. Et je pense que cette institution devrait rééditer aux besoins ces guides et les vulgariser aux besoins dans plusieurs langues pour permettre aux gens de savoir que l'ordonnance existe. Cependant, en cas de refus de livrer une information aux journalistes, des voies de recours existent. Vous avez plusieurs recours. D'abord, il y a les recours gracieux. Le recours gracieux, c'est auprès de la personne qui refuse de vous donner l'information. Si cette personne refuse, vous faites le recours hiérarchique, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique. Et quand au niveau de la hiérarchie, même vous n'avez pas gain de cause, en ce moment, vous faites un recours pour excès de pouvoir au niveau du tribunal administratif. Voici ce que l'ordonnance prévoit. Vous pouvez aussi faire un recours au niveau du médiateur et l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez faire le recours juridictionnel, tout comme vous pouvez en même temps saisir le médiateur qui doit vous répondre dans un certain délai. Voici donc les recours qui s'offrent à vous en cas de refus de délivrer l'information détenue par l'administration. Il revient donc aux organisations socio-professionnelles de médias, le Conseil supérieur de la communication et le ministère de tutelle de créer les conditions pour faire appliquer l'ordonnance portant charte d'accès à l'information sans entrave. Et puis c'est un communiqué de presse du syndicat national des travailleurs du commerce Centracom. Le bureau exécutif de ce syndicat a constaté le licenciement de 7 délégués du personnel d'Alger et de Niger terminal par la direction d'AGL, donc à partir du 31 mars 2024 sur autorisation de Madame la ministre de la fonction publique et de l'emploi. C'est pourquoi le Centracom se donnera tout le mois le go pour que justice soit faite et que les camarades rentrent dans leurs droits. Le Centracom prend en témoin à travers ce communiqué de presse l'opinion nationale et internationale des violations répétées des droits des travailleurs par les multinationales exerçant au Niger. Le Centracom demande au gouvernement de se ressaisir car le peuple nigérien et les travailleurs en particulier sont assoiffés de justice du fait du comportement des multinationales qui se croient toujours en territoire conquis au Niger, précise le Centracom. Le syndicat donc se félicite et encourage l'inspecteur du travail de la région de Niamey pour sa clairvoyance et son sens élevé de patriotisme. C'était là donc le communiqué de presse du syndicat des travailleurs du commerce Centracom signé par son secrétaire général Yaou Oudou. C'était donc un communiqué en date du 5 avril 2024. Cela dit, il fait chaud, très chaud ces derniers jours à Niamey et dans les autres régions du Niger. Cette forte température qui oscille autour de plus de 40 degrés pourrait avoir des conséquences graves sur la santé. On peut citer entre autres conséquences, par exemple, la déshydratation
alimentation de l'organisme. C'est pourquoi le nutritionniste conseille la population de consommer beaucoup de fruits qui apportent plus d'eau à l'organisme. Abdrazak Bello, qu'est-ce que je vous propose de suivre? Ces conséquences, elles peuvent se voir être essentiellement à travers la déshydratation. Chez certaines personnes, cela peut avoir des conséquences, notamment chez les personnes âgées. Il faut bien s'hydrater, il faut consommer les fruits et légumes et il faut consommer les produits laitiers en quantité. Maintenant, parmi les aliments qu'il faudrait éviter ou modérer, en tête de liste, vous avez les boissons sucrées. Et également d'autres éléments qui sont à consommer avec modération, ce sont les excitants. Les excitants, ils consomment avec modération essentiellement pourquoi? Parce que les excitants entraînent une perte d'eau, parce que c'est un avantage en temps normal. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des excitants, vous avez tendance à émettre beaucoup d'urine. Maintenant également, d'autres aliments qu'il faudrait consommer avec modération, c'est les épices. Les épices également, quand vous consommez beaucoup d'épices, ça peut renforcer la déshydratation parce que la consommation d'épices entraîne une perte de l'eau. Et maintenant, parmi d'autres éléments qu'il faudrait également modérer, la consommation, c'est des produits comme de type viande. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué qu'il faut consommer plus de produits laitiers riches en protéines. Du coup, ça permet de diminuer la quantité de viande qu'on aura à consommer. Puisque nous parlons un peu de la santé, parlons-en avec notamment cette maladie contagieuse hépatite, une maladie donc fréquente chez la population nigérienne. Comment elle se manifeste? Comment traiter cette maladie? Réponse dans ce reportage signé Asama Oseidou et Ibrahim Abdou. L'hépatite, une maladie du foie causée par un virus, le VHB, qui se transmet par les relations sexuelles ou le contact avec du sang infecté. Ce virus attaque directement le foie et peut provoquer la cirrhose, le cancer, voire même la mort. Une maladie sexuellement transmissible qui comporte plusieurs formes dont la plus meurtrière demeure l'hépatite B. L'hépatite est une maladie virale, donc causée par 5 virus A, B, C, D et E. Les plus connus donc, sont l'hépatite B et l'hépatite C qui sont chroniques. Nous avons les hépatites A et E qui sont transmises par l'alimentation, par l'eau contaminée, alors que l'hépatite B et C donc, sont les formes les plus graves. Donc, au monde, on a plus d'1 milliard de personnes qui sont en contact, selon les derniers chiffres de l'OMS, et vous avez 350 millions de personnes qui souffrent de l'hépatite B. Au Niger, donc les chiffres ne sont pas donc, encore au point, mais quand même, donc, nous avons beaucoup de malades de l'hépatite B. Et nous avons constaté de plus en plus de malades qui ont l'hépatite. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'au Niger, quand vous avez l'hépatite, donc vous avez 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent que c'est la mort quand on a l'hépatite, directement parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a ceux qui pensent que non, c'est la jaunisse. Donc c'est une maladie communément connue comme Shawara ou bien Moussaï. Et ils négligent cette maladie, or elle est plus grave que ce qu'ils pensent. Elle se manifeste par des nausées, donc vous avez des douleurs musculaires donc qui font les signes, la fatigue. Pour d'autres, il n'y a même pas de signes. Mais la gravité de la maladie, c'est qu'elle affecte le foie. Donc, et c'est la 2e cause de cancer après le tabac au monde. Bien qu'elle soit une maladie meurtrière, on peut la traiter en suivant ces conseils. Le meilleur traitement, on dit, c'est la prévention. Donc il y a un vaccin contre l'hépatite B. Il suffit de se dépister et de savoir que vous êtes, donc de connaître votre statistique sérologique. Lorsque vous êtes négatif, donc le spécialiste va vous conseiller de vous vacciner. Il y a 3 doses donc, de vaccins qui sont donc recommandées. Et lorsqu'on est malade, il y a aussi un traitement. Donc selon les SOS Hépatite France, nous avons des molécules qui guérissent donc, les malades. Lorsque vous avez un âge compris entre 15 et 45 ans, vous guérissez à 100%. Quand vous avez plus de 50 ans, vous guérissez à 98%. Donc ces molécules existent, donc elles sont là. Dans les pays voisins, par exemple, comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, donc il y a eu une subvention de l'État et des partenaires. Les molécules coûtent beaucoup moins cher qu'au Niger. Et nous voulons, à travers donc, ce travail de notre organisation, amener l'État et les partenaires nigériens à casser les prix, à rendre beaucoup plus disponibles ces médicaments-là pour les Nigériens. Donc pour les molécules, c'est selon le spécialiste, donc selon la gravité de votre maladie, le médecin spécialiste va vous prescrire donc l'une des molécules qui peut être efficace pour votre traitement.
Cependant, les biologistes appellent la population à se faire dépister pour connaître son statut afin de lutter contre cette maladie. Merci Asamaou Seydou. Fruits comestibles à coca est importé généralement des pays côtiers. Les noix de coco sont prisées par les consommateurs ici au Niger. Outre le produit, le jus qui se trouve dans le noyau de ce produit sont beaucoup appréciés par les clients. Ici à Niamey, ils sont nombreux, les jeunes qui se sont donc lancés dans la commercialisation de ce produit. Nefise Haya et Khalidou Brema. Soit 690 kilocalories pour 100 grammes, la noix de coco est un fruit exotique par excellence. Dans le commerce, on la trouve sous diverses formes, entière, râpée, en lait ou en eau. J'achète ça en gros à Katako. Des fois, on gagne et d'autres fois aussi, on perd. D'aucuns disent que l'eau de coco est très bonne pour la santé. Nous vendons l'unité de 250 francs, voire 300 francs, et souvent même à 500 francs quand la noix est grosse. Légèrement sucrée et consommée comme boisson rafraîchissante, l'eau de coco présente des vertus thérapeutiques selon ses consommateurs. Je mange le coco parce que c'est bon pour la santé. Son eau est vitaminée et c'est très bénéfique pour le corps. Très riche en fibres alimentaires, la noix de coco prévient la constipation. Elle pèse en moyenne 1 à 1,5 kg et est composée de chair blanche et un liquide appelé eau de coco. Merci Nafissa Haya. Rendons-nous à présent à Koigolo, c'est dans le Boboy, dans la région de Dosso. Le nom de cette localité trouve son origine dans l'histoire même du village, notamment sa mystique grotte qui a sa propre histoire aussi. La découverte de Koigolo, c'est dans ce reportage signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ces falaises offrant une belle vue panoramique de Koigolo sont très symboliques et pleines de sens pour les populations de cette cité historique, voire au-delà de ses frontières. L'une de ces falaises abrite 2 grottes à buissons appelées Golo en germain, où partaient se réfugier les vieillards, femmes et enfants, pendant que les bravalides, eux, combattaient les ennemis. Ainsi, les Golos, servant d'abri aux personnes vulnérables, ont donné leur nom au village Koigolo, qui veut littéralement dire en germain « aller à la grotte ». Cette falaise, elle également, possède une grotte qui servait jadis de lieu de culte au redoutable guerrier Issa Korombe. Ce dernier, né vers 1810 à Koigolo, a marqué l'histoire guerrière du Zarmataray comme aucun autre homme ne l'a fait au XIXe siècle. Comment celui que d'aucuns surnommèrent Wangunia, maire de la guerre, ou encore Zato Meyuta, le maître du feu, en était arrivé à ce stade. Isao Adja Koi Sungai Ka Koi Sungai Ako Bofodo Wanzalma Ka Aqua Ado. L'aventure de Issa le conduit à Wanzarbe en plein cœur de l'animisme Songoï, où il se mit au service d'une femme ayant le pouvoir spirituel de son entier. Cette dernière, satisfaite du dévouement de Issa, lui remit des charmes puissants tout en lui traçant l'itinéraire à suivre pour rentrer au Bercail. Ainsi, la première étape de Issa Korombe fut le Zarmaganda, ensuite le Kourfaï, l'Arewa et le Kébi. Des étapes toutes marquées par des exploits militaires de Korombézé qui devient le protecteur de son peuple et mercenaire des fois avec ses guerriers pour les autres peuples. Il périt dans une bataille à Bumba contre les Peuls du Massina venus prêter main forte à Bayero de Tamkala. Bakan bumba kana ne wo cikin harshen sai a kusin sai bakan da an ciga kuna sai ye ka ne no dinabu no izubu
À la mort de Korombeze Issa Moudi, ses compagnons et autres progénitures ont poursuivi ses actions à la tête de Koigolo jusqu'à l'arrivée des colons. Après la mort de Issa, c'est Salif Kado qui a pris la relève afin de préserver les acquis jusqu'à l'arrivée des colons à Sorbonne. Les colons ont confirmé la chefferie de Salif Kado, remplacé à sa mort par Gourouza, lui-même remplacé par Wanke Moussa. Après Wanke Moussa, Wanke Hassan lui succède, lui aussi remplacé par Wanke Abdou, après le décès duquel c'est Wanke Amadou Moussa qui se retrouve à la tête du canton. Quant au village de Koigolo, son premier chef reconnu par l'administration coloniale fut Maïgari Aruna, qui est le grand-père de l'actuel chef Amadou Garba Dizazi. Soulignons enfin que la dernière bataille dans l'histoire de Koigolo fut livrée à Tangamiko contre les assaillants venus du Tagazar. Une bataille qui fut meurtrière pour les hommes de Issa Korombe, restant ainsi à jamais gravée dans leur mémoire. Ceci constitue une page dans l'histoire de Koigolo et comme dirait notre confrère de RFI, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci Adamou Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.